Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la lecture d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Et aujourd'hui, on poursuit et on termine le chapitre 1. Bonne écoute. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rozaine, le principal suspect, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait. Enfin, ce soir-là, on joua au petit jeu, on dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rozaine avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étant pas suffisantes, Rozaine était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. « Des papiers, des actes de naissance !» s'écrièrent les ennemis de Rozaine. « Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu, ou qu'il en a effacé la trace. » On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rozaine, s'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostait ? Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ? Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rozaine, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R. Qui le télégramme désignait-il si ce n'était Rozaine ? Et quand Rozaine, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toutes classes. Monsieur Louis Rozaine promettait une somme de 10 000 francs, à peu près 13 440 €, à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit, déclara Rozaine au commandant, moi, je lui ferai son affaire. Rozaine contre Arsène Lupin, ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin. La lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant 2 journées. On vit Rozaine errer de droite à gauche, se mêler au personnel interrogé, fureté. On aperçut son ombre la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines du bateau, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ?» me demanda Miss Nelly. « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. »« Mais si, lui répondis-je, ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. » Et lui montrant mon Kodak, un 9-12 avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses, rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland ? On affecte de prendre des vues et le tour est joué. Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. Il y en a un, Arsène Lupin. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet,
mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. Au début, vous étiez plus confiant, mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. Et alors, selon vous? Selon moi, on perd son temps. Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat, ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rozaine, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin. Cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagina. Décidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rozaine, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, l'officier de quart entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens, on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c'était Rozaine. C'était Rozaine, assaillie au cours d'une de ses expéditions, terrassée et dépouillée. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ces mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les 10 000 francs de M. Rozaine. En réalité, le portefeuille dérobé contenait 20 billets de 1000. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rozaine, et ressemblait au contraire, à s'y méprendre, à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rozaine n'était plus Arsène Lupin. Rozaine était Rozaine, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus, et par quel acte redoutable. Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine, et pas davantage s'aventurer aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres. Et encore, une défiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé, et par là même moins dangereux. Arsène Lupin, maintenant, c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le responsable Major Rawson ou le noble marquis de Raverdan, ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous, ayant femme, enfant, domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins le commandant ne nous en fit point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'en tint à ces deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir, tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue, car elles me valurent la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements, de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection, une sécurité, que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait?
N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves, rêves d'amour et rêves moins chimériques? Pourquoi ne pas le confesser? Les Andrézy sont de bonnes souches poitevines, mais leur blason est quelque peu dédoré, et il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ses rêves, je le sentais, n'offusquaient point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire, la douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu les perquisitions, on attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont, où grouillaient les émigrants, on attendait la minute suprême, où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin? Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin? Et cette minute suprême arriva. Dussé-je vivre 100 ans, je n'en oublierai pas le plus infime détail. « Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dis-je à ma compagne qui s'appuyait à mon bras, toute défaillante. « Et vous, me répondit-elle, ah, vous êtes si changée. » Songez donc, cette minute est passionnante, et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. Elle n'écoutait pas. Haletante et fiévreuse, la passerelle s'abattit. Mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly balbutia. On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la traversée, que je n'en serais pas surprise. Il a peut-être préféré la mort au déshonneur et plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté. « Ne riez pas, fit-elle agacée. Soudain je tressaillis, et comme elle me questionnait, je lui dis « Vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle, avec un parapluie et une redingote vert olive? C'est Ganimard. » « Ganimard? Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah, je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires. Alors Arsène Lupin est sûr d'être pris. Qui sait, Ganimard ne l'a jamais vu, paraît-il, que grimé et déguisé, à moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. Ah, dit-elle avec une curiosité un peu cruelle de la femme, si je pouvais assister à l'arrestation. Patientons. Certainement Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préférera sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notai qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Raverdan, le major Rawson, l'italien Rivolta défilèrent, et d'autres, et beaucoup d'autres, et j'aperçus Rozaine qui s'approchait, pauvre Rozaine. Il ne paraissait pas remis de ses mésaventures. « Mais c'est peut-être lui, tout de même, me dit Miss Nelly. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rozaine. Prenez donc mon appareil, je suis si chargée. » Je le lui donnai, mais trop tard pour qu'elle s'en servît. Rozaine passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard. Celui-ci haussa légèrement les épaules et Rozaine passa. « Mais alors, mon Dieu, qui était Arsène Lupin ?»« Oui, fit-elle à haute voix, qui est-ce » Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait tour à tour avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces 20 personnes. Je lui dis « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. » Elle s'avança. Je la suivis. Mais nous n'avions pas fait 10 pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien quoi ?» m'écriai-je. « Un instant, monsieur. Qui vous presse ?» J'accompagne mademoiselle. « Un instant !» répéta-t-il d'une voix plus impérieuse.
Il me dévisageait profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux, « Arsène Lupin, n'est-ce pas ?» Je me mis à rire. « Non, Bernard d'Andrézy, tout simplement. » Bernard d'Andrézy est mort il y a 3 ans en Macédoine. Si Bernard d'Andrézy était mort, je ne serais plus de ce monde. Et ce n'est pas le cas. Voici mes papiers. Ce sont les siens. Comment les avez-vous? C'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer. Mais vous êtes fou. Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R. Oui, encore un truc de vous. Une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés, là-bas. Ah, vous êtes d'une jolie force, mon gaillard, mais cette fois la chance a tourné. Voyons, Lupin, montre-toi beau joueur. J'hésitai une seconde. D'un coup sec, il me frappa sur l'avant-bras droit. Je poussai un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. Allons, il fallait se résigner. Je me tournai vers Miss Nelly. Elle écoutait, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien, puis s'abaissa sur le kodak que je lui avais remis. Elle fit un geste brusque et j'eus la certitude qu'elle comprenait tout à coup. Oui, c'était là, entre les parois étroites de chagrin noir, au creux du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêtât. C'était bien là que se trouvaient les 20 000 francs de Rosaine, les perles et les diamants de Lady Gerlande. Ah, je le jure, à ce moment solennel, alors que Ganimard et 2 de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent. Mon arrestation, l'hostilité des gens, tout hors ceci. La résolution qu'allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Que l'on eût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à le redouter. Mais cette preuve, Miss Nelly, se déciderait-elle à la fournir? Serais-je trahi par elle, perdu par elle? Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas, ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie involontaire? Elle passa devant moi. Je la saluai très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon kodak à la main. Sans doute, pensai-je, elle n'ose pas en public. C'est dans 1 heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais, arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulée, elle le laissa tomber dans l'eau, entre le mur du quai et le flanc du navire. Puis, je la vis s'éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, et m'apparut de nouveau et disparut. C'était fini, fini pour jamais. Un instant, je restai immobile, triste à la fois et pénétré d'un doux attendrissement. Puis je soupirai au grand étonnement de Ganimard. Dommage tout de même de ne pas être un honnête homme. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'incidents dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens, dirais-je, d'amitié, oui. J'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelque amitié, et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi, à l'improviste, apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire. Son portrait, comment pourrais-je le faire? 20 fois j'ai vu Arsène Lupin, et 20 fois c'est un être différent qui m'est apparu, ou plutôt le même être, dont 20 miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. Boutade, certes, et paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux.
faut-il encore, aurais-je une apparence définie? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique? Mes actes me désignent suffisamment. Et il précise avec une pointe d'orgueil: tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude « Voici Arsène Lupin ». L'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur « Arsène Lupin a fait cela ». Ce sont quelques-uns de ces actes, quelques-unes de ces aventures que j'essaie de reconstituer d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser certains soirs d'hiver dans le silence de mon cabinet de travail.